Nous sommes le 19 juin 2017, un an après le référendum sur le Brexit. Les négociations commencent. Les journalistes, britanniques en tête, se pressent pour assister au plus grand divorce de l'histoire. Franchement, il faut être sérieux, hein. Le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne. C'est une affaire grave, très grave, avec beaucoup de conséquences. Nous prenons cette affaire au sérieux et je suis sûr. On doit détricoter 44 années de relations. On ne quitte pas un club de gym, on ne résilie pas son abonnement téléphonique. On quitte l'Union européenne après 44 années, des milliers de textes, de lois, de traités internationaux qu'on a fait ensemble. I just wanted to know if you're prepared to whistle us a tune. I'm not hearing any whistling, just the clock ticking. Le Berlaymont, siège de la Commission européenne, 5e étage. Le QG de la Task Force qui œuvre aux côtés du négociateur Michel Barnier. Le lieu est hautement protégé. No phones, no phones. Autour de Barnier, une équipe d'une cinquantaine de spécialistes de haut vol, dont certains ont l'habitude des négociations délicates. Non, moi ça me va si ça colle au niveau du... Leur mission, négocier un retrait ordonné du Royaume-Uni. La tâche est colossale et le temps est court. Il quitte 750 accords internationaux que l'Union européenne a signés avec des partenaires ou des pays tiers. Tous les accords commerciaux avec les pays tiers, des accords de pêche, des accords sur l'aviation, des accords techniques, juridiques, scientifiques. Ce sont des conséquences considérables, qui n'ont pas d'ailleurs été bien mesurées ou comprises ou expliquées avant. Okay. Canary, Barnier a reçu sa mission des 27 chefs d'État représentés au Conseil par Donald Tusk. C'est à ce dernier que Theresa May a fait parvenir le 29 mars 2017 la notification officielle qui activera l'article 50. Autrement dit, la procédure de divorce. À dater de la remise de cette lettre, Barnier a 2 ans jour pour accomplir sa mission. To jest list, który napisała do mnie Theresa May. List, w którym informuje mnie o decyzji, jaką podjął rząd brytyjski. Ten list, który wręczał mi ambasador brytyjski. Dla mnie najważniejszym zadaniem było utrzymanie jedności 27, ale to było moje zadanie również. To było wyraźne stwierdzenie, że referendum Wielkiej Brytanii nie jest początkiem procesu, czyli kolejnych wyjść z Unii Europejskiej. Jednym z bezpośrednich i oczywistych rezultatów referendum było to, że niektóre spotkania Rady Europejskiej będą musiały odbywać się w formacie 27, nie 28. I dla mnie zawsze osobiście jest bardzo przykrym doświadczeniem, kiedy kończymy spotkanie w formacie 28 i muszę powiedzieć do pani premier May, Theresa, it's time to go. J'ai toujours pensé que cette Europe est plus forte si on est ensemble. Donc en 1972, j'avais 21 ans. J'étais donc depuis plusieurs années militant du Parti gaulliste. De Gaulle avait beaucoup de réserves, de réticences à accueillir le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le nouveau président français à ce moment-là, Georges Pompidou, a eu moins de réticences et il a provoqué un référendum sur le traité d'adhésion. Et j'ai fait campagne pour le oui, ce qui n'était pas forcément évident pour un jeune gaulliste, mais je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours pensé, je pense toujours, qu'il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi ou chacun pour soi. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'en 72.
L'unité des 27 sera capitale dans cette négociation. Barnier a donc choisi d'associer le Parlement européen à ses démarches. L'idée même de l'Union européenne, c'est ensemble on est plus fort. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des logiques de chacun pour soi, des logiques de je peux mieux tirer mon épingle du jeu seul qu'en faisant partie de l'Union européenne. Et ça, en effet, c'est inquiétant. On voit les Européens se diviser sur beaucoup de sujets, sur le sujet de la zone euro, sur le sujet migration, sur le sujet de la transition énergétique, etc. On voit beaucoup de divisions au sein des 27. Alors, je ne pense pas qu'elles iront jusqu'à l'explosion de l'Union européenne, mais par contre, on se demande si ce sentiment d'appartenance commune est un ciment encore suffisamment fort au sein des 27. Au moment de ce divorce, l'Union est en crise. La mission de Barnier dépasse donc celle de simple négociateur. Il va lui falloir rassembler, éviter que le Brexit ne fasse tache d'huile et que l'Union ne se détricote. Voilà, rentrez. Je kunt natuurlijk niet zeggen, na zo'n referendum, oh, alles gaat fantastisch in de Europese Unie. Het is een succes, de Europese Unie. Er zijn er nog altijd die dat blijven zeggen. Voor mij is dat een falen van de Europese Unie. Wanneer een belangrijke lidstaat gelijk Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, dan is er iets aan de hand. Dan klopt het niet. The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. Brexit is really a result of the psychodrama within the Conservative Party, profoundly divided between a sort of nationalistic wing that thinks that Europe is an interference with our sovereignty, and then a more traditional wing of the Conservative Party that believes that as part of a thriving modern economy, Britain's got to be part of the bigger European family. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. A referendum is inevitably binary. Yes, no, in, out, leave, remain. That was the question, and that was the question which was answered. Immediately, of course, the next question is, well, what sort of Brexit is going to happen? How will it happen? When will it happen? On what terms? Ce seront bien là les questions que se posent les députés britanniques alors qu'ils doivent confirmer la décision de quitter l'Union européenne. En février 2017, ils auditionnent donc l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de Bruxelles, le Britannique Jonathan Faull, ex-porte-parole de la Commission. Is it realistic to think that we can get an agreement in 1 year, from the autumn of this year to October 2018? Well, it depends on the level of ambition in the negotiations. We've had the recent experience of the agreement with Canada, which has taken a very long time. Can you remind us how long? The undertaking... The Canadian agreement took? I mean, it is still not yet fully in force. It started at least 7 years ago. In terms of the EU negotiators who will be negotiating on behalf of Brussels, how hard are they going to work? Extremely hard. Michel Barnier, as you know, former minister, former commissioner, has been put in charge of this. He has a dedicated team working on it, and they will work day and night. On y va. Le 19 juin 2017, soit un an après le référendum, Barnier accueille pour la première fois le négociateur britannique David Davis, un eurosceptique notoire. L'enjeu de l'affrontement est clair. D'un côté, les Britanniques veulent récupérer leur souveraineté et leurs frontières. D'un autre, Barnier et les Européens cherchent à défendre une construction qui a pris des années à s'élaborer. Ensemble, ils doivent s'accorder sur un traité de retrait pour ensuite, éventuellement, pouvoir envisager l'avenir. Le Royaume-Uni doit assumer les conséquences de ses choix. C'est lui qui veut sortir de l'Union, nous respectons ce choix, même si nous le regrettons. C'est lui qui décide, dans le même esprit, de sortir du marché unique parce qu'ils ne veulent plus respecter la liberté de circulation des personnes, ils ne veulent plus reconnaître le rôle de la Cour de justice, ils ne veulent plus accepter nos règles.
Mais nous, on a notre responsabilité qui est de préserver ce que nous sommes, c'est de préserver le marché unique, l'Union européenne, ses règles, ses valeurs, ses politiques. Hein, et on va pas... Rien de tout ça n'est négociable. Hein. Nous avons exigé de négocier d'abord sur les sujets du divorce, de mettre de l'ordre dans cette séparation, de remettre de la sécurité là où le Brexit crée de l'insécurité, avant de débuter des discussions sur la future relation. Les Britanniques ont très mal réagi à ça. Ils voulaient en fait créer une sorte de grand bargaining, discuter de l'avenir, obtenir des aménagements, des situations particulières, des morceaux du marché intérieur, en réglant leurs dettes du passé. Nous avons dit on règle d'abord les questions du passé. Les questions financières, la question des droits des citoyens, la question de l'Irlande. On ne va pas laisser des hypothèques peser sur la future relation. Les négociateurs abordent le premier des 3 sujets du divorce, le sort des citoyens. Avec le retour d'une frontière en Europe, environ 5 millions d'entre eux deviendront subitement des ressortissants étrangers. Il y a 3,5 millions de citoyens européens qui vivent et qui travaillent au Royaume-Uni et qui sont inquiets. De l'autre côté, il y a aussi 1,5 million au moins de citoyens britanniques qui vivent, travaillent, sont en retraite en Europe et qui sont inquiets pour leur situation, pour celle de leurs enfants, pour leur carte de résidence, pour leurs droits sociaux, pour le versement de leur retraite. Donc nous devons donner de la sécurité. Ça, c'est la priorité pour nous et les Britanniques dans cette négociation. Parmi les Européens présents en Grande-Bretagne, 1 million de Polonais. Le Royaume-Uni les avait accueillis à bras ouverts lors du grand élargissement au pays de l'Est en 2004. We got the numbers completely wrong. We thought there would be tens of thousands. There turned out to be hundreds of thousands of people coming. But our economy was really strong. Our economy needed these people. I started my funeral career in late 2004, in December 2004. The company seen the opportunity of opening for the Polish side of the business with such huge numbers of Polish people arriving to the UK. So I was promoting the Polish side of the business for them. England was welcoming and it became home. After the referendum, it was all right to say, I really don't like you because you're from Poland. Why don't you go back there? The door of Polish Social Center was vandalized and there was more and more increasing hate crime on the streets aiming at Polish people, Eastern European people. Dat is de ironie van het verhaal. Wie was er de grote voorstander van de uitbreiding en snelle uitbreiding van de Europese Unie? Groot-Brittannië. En nu zeggen zij, ja, maar wij hebben 3 miljoen mensen van de Europese Unie op ons grondgebied. Dat gaat niet, die nemen werk af van onze mensen, die dragen niet genoeg bij de sociale zekerheid en zo meer. Wat dikwijls allemaal fout is, hè? Deuxième point du divorce, les questions d'argent. Pour les Britanniques, ce point est le plus touchy, puisque les partisans du Brexit, les Brexiters comme on dit, avaient en effet fait campagne sur le thème « L'Europe nous coûte trop cher ». Les Britanniques s'en vont, il faut solder les comptes. La presse londonienne présente la chose comme une punition, destinée notamment à décourager les autres pays candidats à la sortie. Le budget européen, il est construit tous les 7 ans. Et les politiques européennes sont débattues et décidées ensemble, à 28. Les Britanniques payent à peu près 15% de tout, et nous demandons que ces comptes-là soient soldés, puisque les engagements pris sont pris sur 7 ans. En fonction de ces engagements pris à 28, vous avez des milliers de projets partout en Europe, l'agriculture, les régions, les universités, Erasmus. Évidemment, s'il manque 15% à la fin, il y a 15% des programmes ou des projets qui sont interrompus. Et ça, c'est pas possible. Donc nous devons trouver un accord pour que les Britanniques payent leur part, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas d'une exit bill, il ne s'agit pas d'une punition, il ne s'agit pas d'une revanche. Le troisième point du divorce a clairement été sous-estimé par les Britanniques. C'est le problème de la frontière irlandaise. Pendant les mois de négociations à venir, la bataille se jouera principalement sur ce front. Entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande,
qui fait partie du marché unique et de l'Union européenne et qui veut rester dans l'Union européenne et dans le marché unique, il n'y a plus de frontières et on ne peut pas reconstruire de frontières. Vous traversez en Irlande, du côté de la République d'Irlande, capitale Dublin, vous traversez le champ ou la route et vous êtes de l'autre côté, à quelques mètres, au Royaume-Uni. Très bien, tant que ces deux pays sont dans le même espace économique et politique qu'est l'Union européenne. Mais le jour où le Royaume-Uni décide de sortir, il y a une limite entre le Royaume-Uni, qui est devenu un pays tiers, et l'Union européenne. Cette limite ne peut pas devenir une frontière en Irlande, pour des raisons historiques, graves, qui tiennent aux conflits, souvent tragiques, qui ont eu lieu entre les différentes communautés, et en Irlande du Nord, entre catholiques et protestants. I'll show you the bog side, the border. Yes. You see the mast at the background? The tall mast? Yes. That is the border. Right round. So we are very, very close. This area here is the bog site. The incident of Bloody Sunday happened there. 13 of our people were shot dead by British soldiers. One man would die later. It was a very sad time in the city. Les accords de paix du Good Friday, signés en 1998, ont mis fin à des décennies de conflits. Le Peace Bridge, qui relie le quartier protestant et le quartier catholique de Derry, est le symbole de cette paix retrouvée. Do you think the British government doesn't understand that the peace process might be at risk through the return of the hard ball? We have proposed one solution, which is operational. And the Prime Minister of UK, Mrs. May, has accepted to recognize that we have together to maintain the whole island economy, the peace process, and now we have to find together the operational and practical solution to deliver. Okay. Thank you very much. Le jour où le Royaume-Uni décide de quitter l'Union, de quitter le marché unique, de quitter l'Union douanière, il crée un problème. Parce que nous avons une obligation de contrôler tout ce qui rentre et qui sort du marché unique. Et la limite du marché unique va passer au milieu de l'île. The South of Ireland is a member of the EU, and currently so are we. So we cannot have a situation where you can have two different relationships with Europe on this island. We cannot have part of Ireland in the EU and a smaller part of Ireland out of the EU. Of course, as an Irish Republican, the solution to the Brexit problem is the reunification of Ireland. La réunification de l'île, comme le rêvent depuis toujours les catholiques du Sinn Féin, est par ailleurs le pire cauchemar des protestants du parti nationaliste DUP. Constitutionally, we are part of the United Kingdom, and the United Kingdom as a whole voted to leave the European Union. So therefore Northern Ireland will leave the European Union with the rest of the United Kingdom. But what we cannot do is to jeopardise Northern Ireland's place in the United Kingdom in the process. So we will have to come up with some methods, whether they are technology, whatever they may be, to actually deal with that land border. No technical solution is acceptable to Europe, and it won't be accepted by the people of Ireland, north, south, east and west. There will never, ever, ever, ever again be a hard or soft border here on the island of Ireland. But there's a solution. There's a technical solution that preserves the Good Friday Agreement, and that's about checks in the sea. Une frontière en mer, entre l'Irlande du Nord et le restant du Royaume-Uni. C'est exactement ce que réclame aussi Leo Varadkar, le Premier ministre de la République d'Irlande. Barnier envisage donc cette hypothèse comme solution de secours si aucune autre n'émerge dans le futur. C'est ce qu'on appellera le backstop, traduction, filet de sécurité. Pour Barnier et les 27, l'Irlande est un enjeu majeur.
Cela ne semble pas être le cas pour David Davis, qui n'y voit qu'un problème technique facile à résoudre. En cette fin d'été 2017, il se focalise plutôt sur la facture de sortie. Et puis il y a la question de la Cour de justice européenne. Elle interprète le droit de l'Union, le Royaume-Uni n'en veut plus. Souveraineté oblige. The Secretary of State for exiting the European Union, Secretary David Davis. Thank you, Mr. Speaker. I will now update the House on the 2 rounds of negotiations with the European Union, which took place in July and August. And while at times these negotiations have been tough, it's clear that we've made concrete progress on many important issues. Les députés de Westminster ont des raisons de douter du grand optimisme de David Davis. En réalité, les négociations ont déjà pris du retard. Il y a quelque chose que vous avez dit les uns ou les autres que je ne comprends pas. C'est l'idée que les négociateurs européens que je suis ou l'Union européenne voudraient faire traîner les choses. Vous avez pris le temps, nous respectons ce temps, mais franchement, je ne peux pas accepter ce reproche et nous sommes même prêts. Et nous sommes prêts, je suis prêt à accélérer, à intensifier le rythme des négociations autant que nous le pourrons. « 4 décembre 2017. Après plus de 5 mois de travaux intensifs, un bruit court. On est proche d'un accord qui clôturerait enfin la phase 1, la phase du divorce. On serait tombé d'accord sur la question des citoyens, de la facture et de la Cour de justice. On aurait même résolu la question irlandaise. Les journalistes sont là en nombre pour assister au dénouement. Et donc Theresa May arrive avec l'idée qu'au fond le seul point vraiment à discuter, c'est cette question de la Cour de justice, où nous sommes, nous, demandeurs. Et puis, durant cette discussion, Theresa May reçoit un premier message que lui transmet par un bout de papier Roy Robbins, et puis un deuxième message, et on voit bien qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis finalement, un troisième message qui l'informe que, en réalité, elle nous le dit, très franchement, assez interpellée et assez inquiète, qu'elle a un problème sur un autre sujet pour lequel nous avions trouvé un accord avec son équipe, qui est la question de l'Irlande. Les messages proviennent des responsables du DUP, le parti nationaliste nord-irlandais, désormais allié de Theresa May au gouvernement. Ils ont appris par la presse que leur Premier ministre s'apprêtait à signer un accord comprenant le fameux backstop de Barnier. Cette solution de secours évite une frontière en Irlande en la plaçant en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le DUP y voit la porte ouverte à une réunification des deux Irlandes, chose contre laquelle ils se battent depuis des années, inacceptable. Donc, elle nous dit à un moment donné, je ne peux pas continuer les discussions, sinon vous n'aurez plus d'interlocuteurs pour discuter, parce qu'il n'y aura plus de gouvernement. C'est aussi grave que cela. Si Theresa May tombe, les négociations prendront du retard. On évoque pour la première fois la possibilité d'un no deal, une absence d'accord, le cauchemar que tout le monde veut éviter. Despite our best efforts and the significant progress we and our teams have made over the past days on the 3 main withdrawal issues, it was not possible to reach a complete agreement today. Le soir du 4 décembre, Theresa May rentre à Londres négocier avec son partenaire le DUP. Sous leur pression, elle répond au backstop européen en ajoutant son propre backstop, son propre filet de sécurité. We did improve upon the agreement, which means that there could be no regulatory barriers within the internal market of the United Kingdom without the say-so of the Northern Ireland Assembly. Le DUP est rassuré. L'Irlande du Nord aura bien le même statut que le reste du Royaume-Uni. Et voilà donc le problème de la frontière irlandaise résolu, du moins en apparence, car à bien y regarder,
les solutions de secours des uns et des autres sont parfaitement incompatibles. On a mis la poussière sous le tapis. Le 15 décembre, le sommet entérine pourtant cet accord et clôt officiellement la phase 1 des négociations. Bilan de la phase 1. Barnier et Davis ont garanti les droits de leurs citoyens respectifs après le divorce. Les Britanniques ont accepté d'honorer leurs engagements financiers, mais reste l'Irlande. Les négociateurs ne sont toujours pas d'accord sur la façon concrète d'empêcher le rétablissement d'une frontière terrestre. Durant la phase 2, Barnier attend donc des Britanniques qu'ils optent pour une nouvelle relation avec l'Union européenne, une relation qui ne nécessite tout simplement pas de frontières. Sans accord sur l'Irlande, pas d'accord de retrait. Agreement to the withdrawal without a Russian solution for Ireland. C'est donc avec 2 mois de retard que commence la phase 2 des négociations. On va enfin pouvoir parler de la relation future comme les Britanniques l'attendaient avec impatience. Les sujets à négocier sont innombrables. Il faut par exemple rebâtir des accords dans le secteur des transports. Pour que simplement les avions britanniques puissent atterrir en Europe et nos avions puissent atterrir à Heathrow, il faut un accord. Puisque jusqu'à présent, tout est géré en commun dans ce qu'on appelle le ciel unique. L'Union européenne, il quitte le ciel unique. Si on veut simplement que les avions atterrissent et décollent, il faut un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et eux, il faut qu'ils renégocient tous leurs accords bilatéraux qu'on avait signés en leur nom et à leur place. Puisqu'ils vont devenir autonomes, il faut qu'ils signent de nouveaux accords qui créent des postes de fonctionnaires pour ça, avec toutes les autres régions du monde. Lors de cette phase, il faudra aussi renégocier les accords de pêche. Ce sujet est particulièrement sensible car il touche à la notion d'eau territoriale. Il avait été au centre des revendications des Brexiters lors du référendum, notamment chez les pêcheurs irlandais. 85% of the cod in the English Channel for the last 20 years has been caught by French boats. So that's why, that is a reason why people vote for Brexit. For 40 years, they've been telling us all the problems come from Europe. And then on the day that you have to vote, they asked you to vote to remain. It didn't make sense. But from a fishing point of view, there has been an awful lot of bureaucracy that has come from Europe, and probably a lot of unnecessary legislation, because what would apply to fishermen in the Mediterranean may not apply to fishermen in the Irish Sea. The fishery negotiation is Theresa May's the ace in her pocket, and is she playing it right? No, we don't think so. Michel Barnier seems to be a better negotiator. Parmi les sujets à évoquer, celui qui préoccupe le plus les négociateurs, c'est le futur de la relation commerciale. Brexit means Brexit, avait clamé Theresa May en arrivant au pouvoir. Nous allons larguer les amarres pour commercer librement avec le monde entier. We do more trade as Britain with the Netherlands than we do with Australia, New Zealand, Canada and India put together. We do more trade with Germany than the whole of the Commonwealth put together. All the 54 countries, 55, whatever it is, countries of the Commonwealth. Most countries' main trading partners are their immediate geographic neighbours. Négocier une nouvelle relation commerciale et les innombrables accords particuliers, la tâche sera colossale. En cette fin d'année 2017, les députés de Westminster ont sans doute raison de s'en inquiéter. Is it still your view that you can complete negotiating a free trade agreement by March 2019? I've said, I and others, ministers, have said, made the point in the past that, of course, we start off from a different point from other third countries, as we will be, from other third countries negotiating with the European Union, because we're already a member and already trading with them on a particular basis. Now, that's the view that you hold and the government holds, but the view on the other side of the negotiating table is that the best that's going to be achieved by March 2019 is a
scoping of what a free trade agreement is going to cover, and certainly I've met nobody who thinks it'll be possible to negotiate all of the details of that by March 2019. In het begin dachten ze, voor maart 2019 gaan we dat allemaal onderhandelen. We hebben van in het begin gezegd als parlement, dit is onmogelijk. Dus er zal een transitieperiode moeten komen. Bon, die transitieperiode die voorgesteld wordt, zou nu lopen tot einde 2020. Zelfs dan zeg ik nog, laten we wat flexibel wezen, want het zou misschien toch wel enkele maanden meer en langer tijd kunnen vergen. Barnier accordera cette période de transition, mais à certaines conditions. La Grande-Bretagne devra respecter les règles européennes et continuera à payer sa quote-part au budget. Elle aura donc le même statut que les 27, mais n'aura plus droit au chapitre. Pour les Brexiters qui rêvaient de retrouver leur souveraineté au lendemain du référendum, la pilule est dure à avaler. La période de transition est absolument utile pour les Britanniques parce que c'est un temps pour les entreprises de se préparer, un temps pour nous de négocier avec eux la future relation. On a besoin de ce temps. I'm not late, hein? Non, parfait. Never be late. Never be late. UK will leave the EU on the 29th of March 2019. That is the only certainty we have at this stage. It is therefore important that all businesses analyse their exposure to the UK. S'il est une entreprise qui a toutes les raisons de s'inquiéter de l'issue des négociations, c'est bien Eurotunnel, symbole du lien qui unit le Royaume-Uni au continent. The biggest difficulty for us at the moment is the uncertainty in the negotiations, not knowing quite where this is going to go. If additional controls are added into the process at this stage that require those trucks to be stopped and opened up, clearly you can't have the same degree of frictionless movement as we have today. So the consequence of a no deal would be felt in the economies on either side. Allez. On travaille sur le programme de ce soir. Hein. Est-ce qu'on fait assez bien ressortir le fait qu'on fait un traité et il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogmatisme. Hein. Il y a simplement le fait de donner de la certitude juridique à tous ceux qui sont impactés par le Brexit. Hein. On le met, mais on pourrait le rajouter encore une fois, là où on vient de biffer le mot dictat. Donc là, on pourrait effectivement renforcer les exigences liées à la sécurité juridique. Okay. Le Royaume-Uni doit avoir le courage politique de faire face aux conséquences de ses propres décisions. Hein. Mr. Speaker, the Prime Minister emerged from her Chequers away day to promise a Brexit of ambitious, managed divergence. Could she tell the country what on earth ambitious, managed divergence will mean in practice? Well, it's very simple. We want to deliver on the vote of the British people. That means that we will bring back control of our laws, our borders and our money. Now, of course, that's in direct contrast with the Labour Party's position, who want to be in a customs union, have free movement and pay whatever it takes to the EU. That would mean giving away control of our laws, our borders and our money, and that would be a betrayal of the British people. Tandis que les Britanniques tentent d'accorder leur violon sur le type de relations qu'ils bâtiront avec l'Europe, l'équipe Barnier poursuit la rédaction du traité de retrait négocié pendant la phase 1. Car au bout du compte, c'est ce document très détaillé que les deux parties devront signer. Dans le processus de négociation, on a toujours choisi d'avoir un temps d'avance pour donner l'impulsion et conduire la négociation de manière proactive pour être utile. Donc nous, dès l'instant où on avait atteint au mois de décembre un accord sur beaucoup de sujets, principalement les sujets de fond des citoyens et le règlement financier, et un cadre politique pour l'Irlande, on a décidé d'accélérer la rédaction d'un texte qui tienne compte de notre accord, et c'est tout ce qu'on a passé en vert avec eux au mois de mars,
sur la base de ce texte. Et puis pour le reste, tout ce qui reste en blanc, c'est les points où on doit encore se mettre d'accord. Bonjour, Gilles. Les badges, ça tes badges? Bonjour. Oui. Toutes les trois. Il faut qu'on aille à... Ah, mon badge du conseil. Ah oui. Le 23 mars, le négociateur se rend au sommet des chefs d'État qui se réunit tous les 3 mois à Bruxelles. Le Brexit sera l'un des nombreux points à l'ordre du jour. Les 27 examineront notamment le projet de traité de retrait que l'équipe de Barnier élabore depuis plusieurs mois. Je peux dire aussi, dans le respect, de commencer la négociation avec les Britanniques, dans le respect des principes qui sont ceux de l'Union européenne. Ça oui, ça bien sûr, oui. Nous sommes au moment où je vous parle en mars 2018, au milieu du parcours de cette négociation sur le retrait. C'est un sujet extrêmement difficile pour eux parce qu'ils ont un débat interne au sein du gouvernement, un débat interne au sein de la majorité, il y a un débat politique extrêmement vif entre l'opposition, les libéraux, le parti conservateur, dans ses différentes composantes, le milieu économique, sans compter la question de l'Irlande du Nord. Donc moi j'écoute tout cela, mais quand je dis « the clock is ticking », c'est parce que je trouve que le temps passe vite. C'est pour cette raison-là que nous avons choisi, pour accélérer, pour faciliter la négociation, de mettre sur la table un projet de traité complet sur lequel nous travaillons maintenant avec les Britanniques. Ce sommet était censé être un moment charnière, mais Theresa May débarque à Bruxelles avec une actualité qui retient soudain toute l'attention des médias. 2 anciens espions russes viennent de se faire empoisonner en Angleterre. Que répondront les 28 à Poutine? Et comment répliquer à Trump qui, fidèle à sa politique isolationniste, impose des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium? Ce jour-là, les 28 aborderont ensemble l'actualité internationale, puis une fois à 27 pour parler Brexit, ils définiront avec Barnier les nouvelles directives pour la négociation à venir. Extraordinaire. Aujourd'hui, le Conseil européen, auquel je vais rapporter l'état de notre travail avec le Royaume-Uni. Jusqu'ici, ce divorce semble avoir rapproché les États européens. Mais qu'en sera-t-il par la suite? En parlant commerce, les intérêts nationaux risquent de prendre le dessus. Barnier parcourt donc l'Europe de long en large. C'est d'autant plus important que les Britanniques cherchent de leur côté à négocier des accords commerciaux en tête-à-tête avec les différents chefs d'État. Je pense que l'unité qu'on a construite et que je cultive tous les jours, moi j'ai l'espoir que les dirigeants européens l'utilisent pour un agenda positif et peut-être aussi pour réduire ou limiter les dissensions qu'ils ont par ailleurs. Или една грешна стъпка в преговорите са милиарди загуби. Un faux pas au cours des négociations coûterait des milliards en pertes. И за Съюза, и за Великобритания. Tant pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni. Това са 2 огромни кораба, които ако не ги разминеме правилно, Ce sont 2 navires énormes et s'ils n'arrivent pas à se croiser, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils se croisent, ce sera le Titanic pour l'Union européenne. Така че никакви чувства не трябва да се хранят. И емоции. Ce que j'ai constaté en rencontrant chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement depuis plusieurs mois, en rencontrant les parlements nationaux, au devant desquels je vais pour des auditions, les syndicats dans chaque pays, les patronats, c'est que le Brexit, mais pas seulement le Brexit, la nouvelle attitude américaine à l'égard de l'Europe, la situation géopolitique avec la sécurité, les attentats, les troubles ou les guerres qui sont à notre porte juste de l'autre côté de la Méditerranée, tout ça crée un contexte d'électrochoc, de responsabilité. Μας ανησυχεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έννοια ότι βλέπουμε όλο και πιο συχνά να αναπτύσσονται τάσεις εθνικής αναδίπλωσης. Moi, je ne vais pas vous dire que tout est parfait à Bruxelles. Hein. Je pense notamment qu'il y a eu un certain nombre de faiblesses dans les 30 ans passés. La question qu'on doit se poser comme citoyen ou comme politique, c'est par rapport à tous les défis
auxquels nous sommes confrontés en tant que Grecs ou en tant que Français, la pauvreté dans le monde, notamment en Afrique, le changement climatique, les migrations, l'instabilité financière et la spéculation mondiale, le terrorisme. Comment on se défend par rapport à tous ces défis globaux? Est-ce que c'est chacun chez soi, derrière ses frontières nationales, ou est-ce que c'est en créant une masse critique? Et ma réponse à moi aujourd'hui, c'est pour faire face à ces défis, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Printemps 2018. Barnier attend toujours le plan britannique sur la relation future. Au début des négociations, Theresa May s'était montrée impatiente d'aborder cette étape. Mais paradoxalement, à Londres, c'est silence radio. Jeremy Corbyn! Mr. Speaker, the divisions in the cabinet mean there's been no progress in negotiations for 5 months. The reality is the cabinet is more interested in negotiating with each other than it is with the European Union. If the Prime Minister cannot even convince her own cabinet of her strategy, what chance does she have of convincing 27 other European countries? Pas facile pour Theresa May de définir une vision claire sur la future relation. Elle doit affronter l'opposition qui veut rester dans l'union douanière, les pro-européens de son parti qui veulent revenir en Europe, les Brexiters qui rêvent de se tourner vers les États-Unis et le DUP qui empêche de résoudre la frontière irlandaise. C'est tout simplement mission impossible. Le défi de Theresa May, si je me mets un instant de son côté, c'est de limiter les conséquences du Brexit avec les lignes rouges britanniques, les leurs. Ils ne veulent plus de la Cour de justice, ils ne veulent plus de la liberté de circulation, ils ne veulent plus le cadre réglementaire européen, ils ne veulent plus de politique européenne commerciale unique, et ils ne veulent plus respecter les règles que nous fixons ensemble, et avec eux d'ailleurs depuis 44 ans. Okay. Étant donné ces lignes rouges, quel type de relations les Britanniques peuvent-ils espérer avec l'Union ? Opteront-ils pour un scénario dit canadien qui leur permettrait de développer leur propre politique commerciale ou un scénario norvégien qui préserverait leur accès au marché unique? Quand on regarde les relations que nous avons avec des pays tiers, qui ne sont pas dans l'Union, on a différents types de relations. La Norvège, par exemple, est sur la première marche après les membres de l'Union, puisqu'ils ont accepté d'être dans le marché unique, qu'ils font partie, le marché norvégien est une partie du marché européen, ils ont les mêmes règles que nous, ils ont accepté la liberté de circulation des personnes, ils ont accepté de payer au budget européen le prix de la solidarité, et ils appliquent nos règles, sans les élaborer. Bon. Et puis, vous avez d'autres types plus ou moins intenses, en dégradant. Les lignes rouges britanniques, elles ferment certaines portes, mécaniquement. Elle laisse une seule porte ouverte, celle d'un accord de libre-échange, qu'on appelle un Free Trade Agreement, comme nous l'avons signé avec le Canada récemment. Nous finissons une négociation avec le Japon, on l'a fait avec la Corée. Entre le scénario canadien et le scénario norvégien, il y a le scénario suisse. C'est vers ce type d'accord à la carte que les Britanniques lorgnent. C'est évident que la relation de la Suisse avec l'Union européenne est surtout une relation commerciale. Il y a 320 000 frontaliers, français, italiens, allemands, qui viennent travailler tous les jours en Suisse. Aujourd'hui, nous avons un échange de 2 milliards d'euros en marchandises et en services par jour. C'est juste énorme. Mais après, elle se développe dans d'autres domaines. Nous sommes dans Schengen et Dublin. Nous sommes un pays associé. Les Suisses ont refusé par référendum d'entrer dans l'Union européenne. Depuis, leur gouvernement ne cesse de négocier des accords bilatéraux de plus en plus larges avec l'Union. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, merci. Je pense qu'une des préoccupations essentielles de l'Union européenne, c'est de sauvegarder l'homogénéité du marché, du point de vue juridique, mais aussi après du point de vue de l'application des règles. Nous avons toujours eu une relation fondée sur ces règles, mais avec une géométrie variable dans l'application qui était quelque part tolérée. On ne va pas refaire ça. On l'a fait une fois parce que c'était un cas particulier. La Suisse accepte la liberté de circulation.
Donc, des choses que les Britanniques ne veulent pas accepter, mais nous sommes maintenant dans l'idée d'avoir des accords globaux. Want als we het voorstel van mevrouw May volgen zonder een concept daarin te steken, dan krijg je een inflatie van akkoorden. We hebben dat met Zwitserland bijvoorbeeld, we hebben daar meer dan 100 akkoorden meer. Dat is een chaos. En die chaos natuurlijk willen we met Groot-Brittannië vermijden in de toekomst. On n'osait plus y croire. En juillet, Theresa May réunit ses ministres dans sa résidence de Chequers. Elle va enfin exposer son plan pour le futur avec l'Europe. La négociation aborde un tournant décisif. Nous avons appelé de nos vœux depuis plusieurs mois les Britanniques à nous dire quel est leur projet, comment ils voient les choses après le Brexit, après le divorce. Donc le simple fait que le gouvernement britannique se mette d'accord pour nous exprimer une vision, une demande, c'est un point positif. Theresa May propose une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Pour assurer la continuité du commerce, les Britanniques observeront certaines règles européennes sur les marchandises. Pour contourner la question irlandaise, Theresa May propose tout simplement de laisser les douaniers de Sa Majesté contrôler les biens qui passent la frontière vers l'Irlande et encaisser les taxes douanières au nom des Européens. D'autre part, le Royaume-Uni serait libre de décider des règles applicables aux services et à la circulation des travailleurs. Dans Chequers, il y a des demandes qui reviennent à faire du cherry picking, c'est-à-dire pour les Britanniques à dire on prend ça parce que ça nous convient et on ne prend pas ça parce que ça nous contraint. À l'évidence, le plan de Chequers ne lui convient pas. Mais il ne convient pas non plus aux Brexiters du Parti conservateur. Le lendemain de la rencontre de Chequers, David Davis et Boris Johnson démissionnent. Mais le plan de Theresa May paraît tout aussi fantaisiste aux conservateurs pro-européens de son parti, qui cherchent coûte que coûte à garder un lien avec le continent. The only way to deliver peace in Northern Ireland and prosperity, to minimise the damage of leaving the European Union, is call it what you want, it's what it delivers. The single market, the customs union. And the idea that somehow we are going to get some scrumptious deal with all the benefits of the single market, but not the free movement of people, all the benefits of a customs union, but still be able to do our own trade deals, and probably some other stuff as well, is for the fairies. Malgré les critiques venues de toutes parts, Theresa May s'accroche au plan de Chequers. Elle tente donc de contourner le négociateur européen pour convaincre un à un les principaux chefs d'État. Au sommet extraordinaire de septembre à Salzbourg, Donald Tusk confirme au nom des 27 le rejet de la proposition britannique. Il la juge inapplicable. Elle met en danger l'intégrité du marché unique et de l'union douanière. Yesterday, Donald Tusk said our proposals would undermine the single market. He didn't explain how in any detail or make any counter-proposal. So we are at an impasse. À 4 mois de la date fatidique, le cauchemar tant redouté semble de plus en plus probable. Sans accord le 29 mars 2019 à 23h, heure de Greenwich, plus aucun avion britannique ne pourra atterrir sur le continent. Il suffirait qu'on augmente de 70 secondes les contrôles douaniers sur les camions à Calais ou à Douvres, et les voilà soudain immobilisés pendant 6 jours. Si bien que le Royaume-Uni risque de manquer de médicaments et de nourriture. Côté européen, les conséquences ne seraient pas moins inquiétantes. Qu'adviendra-t-il des citoyens européens au Royaume-Uni? Quel futur pour des entreprises comme Airbus ou l'industrie automobile? Quid de la pêche ou du trou dans le budget européen? Martin Selmayr, le secrétaire général de la Commission, travaille depuis longtemps au scénario du pire. We can only say to companies and to financial actors, if there is a no-deal scenario, we cannot guarantee you that everything will stay as it is today. There will be big changes, also for the European Union companies, of course. On the Irish border, this is very sensitive, that's why I ask whether this is live or not. Let's be very clear, if there is no withdrawal agreement, there will be a hard border. Octobre défile à toute vitesse et on est loin d'avoir atteint le bout du tunnel.
car on bute encore et toujours sur la question irlandaise. De plus en plus secrètes, les négociations se focalisent maintenant sur le backstop. En fait, ce n'est pas un backstop qu'ils ont proposé, eux. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ce que vous avez dit aussi. Je l'ai dit aussi. Oui. C'est ça, un backstop. Voilà. Comme je dis, backstop means backstop. Tout le monde a compris ça, et la référence au Brexit means Brexit. Mais Si on reparle backstop, c'est parce que le plan Chequers n'a pas résolu la question irlandaise. Et Barnier est très clair. Sans backstop, sans cette assurance qu'il n'y ait plus jamais de frontières terrestres dures, pas d'accord de retrait. Pour sortir de l'impasse, le négociateur fait pourtant un geste. Il reprend et adapte une ancienne proposition britannique qu'il avait rejetée quelques mois plus tôt. Nous sommes parvenus à établir l'idée d'un territoire douanier unique entre le Royaume-Uni tout entier, y inclut l'Irlande du Nord, et l'Union européenne. Donc d'avoir le même territoire douanier, ce qui limite évidemment la nécessité des contrôles. Voilà pour l'aspect douanier. Mais il faut aussi s'assurer du respect des normes européennes sur les produits. Oui, monsieur Barnier, Il n'est pas question que des poulets chlorés américains arrivant au Royaume-Uni après le Brexit dans le cadre d'un accord de libre-échange entre États-Unis et Royaume-Uni entrent en Irlande du Nord qui serait dans notre marché unique. Donc il nous faut des contrôles. C'est ça le problème de l'Irlande du Nord. Il nous faut des contrôles quelque part pour prévenir l'importation dans notre marché unique de produits dont nous ne voulons pas. Après des semaines de travail acharné et quelques nuits blanches, les équipes techniques britanniques et européennes tombent d'accord. Le traité de retrait qui faisait 120 pages en février va soudain quintupler de volume. Il compile toutes les clauses du divorce, la question des citoyens, la facture et l'Irlande. C'est le texte. Dernière version. Le traité est prêt, mais Theresa May doit encore convaincre son gouvernement qu'il s'agit du meilleur et du seul accord possible. Il lui faudra passer en force, car il y a urgence. C'est une très longue attente, toute la journée, parce que nous savons bien que la discussion est très difficile pour Theresa May, certains ministres démissionnent. Donc tant que nous n'avons pas reçu l'information que le gouvernement britannique a approuvé et soutenu Theresa May, nous sommes inquiets, parce que tout ce travail que nous avons fait, si le gouvernement britannique doit le refuser, ça veut dire qu'il faut le refaire, qu'il faut reprendre les choses, et ça sera toujours plus difficile. Dans un quart d'heure. Fingers crossed. Fingers crossed. On a un deal. Donc dans 30 minutes, on publie et on fait un press statement. Ok. D'accord, je prépare le statement. Ciao. Ça marche, on fait ça. On fait ça. Ça va marcher. Ok. Bon. Voilà. Bon. Félicitations. Nous savons bien que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a encore beaucoup d'étapes, le Parlement, des deux côtés d'ailleurs. Mais le fait que le gouvernement britannique approuve ce texte, c'est extrêmement important pour nous et ça explique aussi la satisfaction de l'équipe. Mesdames et messieurs, voilà ce projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Quel est mon sentiment aujourd'hui? Sûrement pas de l'autosatisfaction. Donc oui, nous sommes fatigués, ça c'est sûr. Mais j'espère que nous le cachons bien. Le sentiment d'une étape très importante, parce que ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est la future relation avec le Royaume-Uni. Le plus dur reste à faire. Le traité rédigé par Barnier doit maintenant passer l'épreuve des parlements britanniques et européens. Le 15 janvier, c'est au tour de Westminster d'ouvrir le feu. Si les députés entérinent l'accord, les Britanniques pourront divorcer de façon ordonnée. Ils auront dès lors droit à une période de transition de 2 ans pour préparer leur future relation. Sinon, nobody knows. Mr. Speaker,
A vote against this deal is a vote for nothing more than uncertainty, division, and the very real risk of no deal or no Brexit at all. Order. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it. The noes have it. La défaite la plus grande dans l'histoire récente remonte à 1924, c'était 266. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. It's now for the UK to tell us the next steps. And on our side, we will remain united and determined to reach a deal. Has your work been useless for work for 2.5 years? Ce vote, c'est un vote de rejet, avec les additions de rejet, le DUP, les Brexiteurs, le Labour, les Remainers, tous ceux qui, pour des raisons extrêmement diverses, voulaient s'opposer à ce vote ou s'opposer à Madame May, mais ça ne crée pas une majorité positive. I mean, you cannot ask the Irish Republic to leave the European Union along with the United Kingdom just to avoid a hard border. So that is, of course, not an option. So they have to reconsider. They have to reconsider. Maintenant, la seule issue pour éviter le no deal, c'est que les partis politiques se parlent et que Mme May accepte d'évoluer sur certains points pour construire une majorité positive. On ne peut pas la construire à sa place. Brexit means Brexit. Backstop means a backstop. And we're going to make a success of it. Aujourd'hui, jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. Les Britanniques s'étaient imaginés pouvoir quitter facilement cette Europe, dans laquelle ils ne s'étaient d'ailleurs jamais totalement engagés. Ces négociations ont eu le mérite de leur révéler à quel point leur pays dépendait du continent. Côté européen, ce divorce aura contribué à l'unité des 27 gouvernements. Mais qu'en feront-ils? Il faut regagner la confiance de ces millions de citoyens qui se sentent loin, très loin de Bruxelles. Le temps presse, the clock is ticking.